en tout cas. Au début, j'ai supposé que parce que M. Falala appartenait à une famille qui avait été très connue sur Reims, peut-être qu'on n'avait pas cherché à aller plus loin. Alors, il était le cousin de l'ancien maire de Reims. Je pensais que cela aurait beaucoup plus de retentissement que cela n'en a eu. Nous avons pris contact avec un responsable du Conseil général de la Marne, dont les propos nous ont surpris. Il en ressort que les enfants placés ne semblent pas être une priorité dans la Marne. Est-ce que vous pouvez me recevoir au Conseil général pour me parler de cette affaire Falala? Ah, ben écoutez, moi ça me fait plaisir de vous recevoir, oui. Je voudrais un éclaircissement sur cette affaire, en fait. Malheureusement, voilà, c'est une affaire dont on a parlé, mais il y en a d'autres. Mais sauf que M. Falala était récidiviste. Oui, mais ça, il avait connu des agressions, mais nous, on n'en savait rien. Le directeur de l'association avait été alerté depuis quelques années, depuis 2008. Les faits ont eu lieu en 2010, que ce monsieur emmenait les enfants chez lui. Enfin, il y avait des choses pas normales. Il avait reçu des avertissements en pagaille. Ça, l'information aurait dû être transmise au Conseil général. Est-ce que vous l'avez eu dans vos services? Nous, on n'est pas l'œil de Moscou dans les établissements. Personne ne le savait au Conseil général? Et non. Pour moi, c'est une affaire tranchée, c'est terminé, c'est fini. Ah bon? Voilà, D'accord. je vous ai donné les informations qui vont bien, c'est bon. Voilà. D'accord. Très bien. Écoutez, merci, madame. merci. Au plaisir. Au plaisir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Cet interlocuteur nous dit qu'il n'est pas l'œil de Moscou, ce qui revient à dire que dans la Marne, il n'est pas dérangeant qu'il n'y ait aucun regard extérieur sur des enfants placés. D'autant plus inquiétant que cet homme reconnaît avec une certaine désinvolture que des affaires comme ça, il y en a d'autres. Pierre-Louis Falala est aujourd'hui en prison pour de longues années. On est en droit de se demander si la justice a vraiment fait tout son travail, si d'autres responsables n'auraient pas dû être inquiétés. Vous pensez que la responsabilité aurait pu être engagée, la responsabilité du foyer, la responsabilité du Conseil général? Oh oui, je pense que la responsabilité du foyer, oui, puisque c'est peut-être pour cela aussi que le dossier de M. Falala avait disparu. Mais personne n'a engagé la responsabilité du foyer. Ce qui est même étonnant. Et du Conseil général? Et du Conseil général, par la même occasion. Qui est responsable des enfants? Bien sûr. Comme dans un médiocre roman policier, effectivement, les enquêteurs n'ont pas pu mettre la main sur le dossier de Pierre-Louis Falala qui se trouvait dans le bureau du foyer. Ce dossier avait disparu. À nouveau, le foyer d'Hercé, en Mayenne. Un jeune de 17 ans vient d'arriver d'un autre établissement où il a agressé 2 éducatrices. Il a donné un coup de pied à l'une d'elles qui est enceinte. Une mise à distance de 24 heures pour l'obliger à se calmer et à réfléchir. Catherine Blin, la chef de service, l'accueille. Tu m'as l'air tendu là, un petit peu. Ouais? C'est comme ça. Non, parce que comme je te trouve un peu speed là. Non, je suis bien. D'accord, bon. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi tu es là? Parce que hier, j'ai fait des trucs qu'il fallait pas faire. Je sais pas si vous connaissez Maud. Elle est enceinte. J'étais debout et je l'ai fait comme ça. Et du coup, elle a pas aimé. Moi, je rigolais, mais elle a pas pris ça pour rigoler. Sinon, j'ai tordu la main à Lucie. À Lucie. Et à Elodie. En rigolant comme ça, mais... Alors toi, pour rire, tu tords les mains des éducatrices? Ouais. En tout cas, voilà. Nous concernant nous, c'est pas acceptable. C'est aussi le deuxième acte. Aussi de violence quand même. En tout cas, tu es d'accord pour dire que c'était un geste complètement déplacé? Oui, ouais. Enfant, il avait été adopté. À l'adolescence, il a tout fait exploser. Pourquoi tu as été un jour placé? Mais parce que moi, je respectais pas mes parents aussi. Je faisais n'importe quoi, je sortais comme ça, tout. J'insultais mes parents. Je crachais sur mon père, tout. En tout cas, ce que tu dis, c'est intéressant, puisque effectivement, à un moment, toi, tu as été demandeur de ce placement pour que les comportements que tu pouvais avoir dans ta famille cessent et que tu puisses construire autre chose. Là, ce que tu es en train de nous montrer, c'est que tu refais des comportements qui sont inadaptés. Donc réfléchis à ça, parce qu'à un moment, ça va servir à rien le placement dans ces cas-là.
profite de ces mains tendues pour avancer et pas continuer le fonctionnement qui t'a amené à être placé. Parce que ça va t'amener encore plus de soucis. Hein? Oui. D'accord. Il va passer la nuit au foyer et retournera le lendemain là où il a été placé. L'agressivité des jeunes n'est jamais gratuite. On sent que vous voyez pas un délinquant. Derrière l'acte, vous voyez... Non. Mais non, parce c'est des enfants malheureux, malgré tout. Même si, effectivement, il y a des actes, et il faut les punir. Hein. Il faut qu'à un moment, on les arrête dans leur fonctionnement. Mais avant tout, ce sont des enfants qui sont malheureux. Alors, chacun exprime ça. Certains vont être très repliés sur eux-mêmes, voire dépressifs, voire dans des passages à l'acte suicidaire ou des tentatives de ce ordre-là. D'autres vont être plus, vont l'exprimer par de la violence. Mais ce qu'ils viennent dire, c'est qu'ils ne sont pas bien et qu'ils sont malheureux. En France, nous manquons de structures pour les adolescents atteints de graves troubles du comportement, qui se retrouvent fréquemment dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance, totalement inadaptés pour les recevoir. L'un des plus grands spécialistes de ces enfants est le professeur Berger. À Saint-Étienne, il travaille avec d'autres scientifiques du monde entier sur les conséquences physiologiques de la maltraitance. Depuis plus de 20 ans, il essaye de convaincre les Français de mieux s'occuper de ces enfants dès leur plus jeune âge. Il a l'impression de prêcher dans le désert. L'échec de la protection de l'enfance, c'est le fait que beaucoup d'enfants qui sont passés par ce dispositif présentent des troubles importants au niveau intellectuel, au niveau affectif, au niveau capacité de s'intégrer dans la société, parce qu'on ne les a pas protégés assez tôt et pendant toute la durée de leur croissance. Dans son service, il récupère ces hyperviolents, des enfants sauvages, qui sans soin peuvent devenir des criminels. Ce jour-là, le professeur Berger reçoit un jeune qu'il a pris en charge à l'hôpital à partir de ses 6 ans. Un hyperactif qui vivait des épisodes de grande violence entre sa mère et son beau-père. À la maternelle, il piquait des crises terribles, il mordait, se faisait pipi dessus, marchait à 4 pattes. Il a été retiré de l'école et interné à l'hôpital. Le professeur Berger avait préconisé son placement, un éloignement de cette famille pour le soigner. Quand tu es arrivé, tu étais un enfant très violent. Tu as essayé de t'étrangler, même une fois. Tu te rappelles ou pas? Oui. Pourquoi tu avais fait ça? Parce que je voulais plus trop faire partie. Je me sentais plus trop de ce monde. Je me suis dit que j'avais pas ma place ici. Que tu n'avais plus ta place avec les enfants ou avec les gens vivants? Les gens vivants. Même j'essayais de me faire tuer plusieurs fois quand j'étais petit. Déjà en buvant de la javel, je me rappelle. Mais tu l'as bu exprès? Oui. Attends, tu avais quel âge? J'avais 3 ans à peu près. Mais pourquoi tu voulais disparaître? Tu voulais mourir à ce point? Parce que j'étais vraiment très en colère contre ma maman. C'était pour punir ta maman que tu voulais te tuer? Il a été placé dans une famille d'accueil et reçu tous les jours à l'hôpital. C'est ainsi que le petit garçon a pu être rescolarisé. Mais lorsque son placement avait été décidé, il était déjà très installé dans la violence. Il ne savait pas faire autrement. Est-ce que tu penses d'abord que ça aurait été mieux pour toi d'être placé plus tôt? Oui, je le pense. Et pourquoi? Je pense que ça serait mieux parce que je pense que je serais moins énervé. Pourquoi tu aurais été plus calme? J'aurais pas vu les scènes de violence. Ouais. Parce que ça me faisait peur, les scènes de violence. D'accord. Donc tu aurais été protégé de ça? Oui. D'accord. Le professeur s'appuie sur des études qui, depuis une vingtaine d'années, ont changé les pratiques des services de protection de l'enfance dans beaucoup d'autres pays. En France, ces études sont ignorées. Pourtant, il existe des moyens simples pour savoir si un enfant, même très jeune, est en danger. Par exemple, ce test, très peu utilisé dans notre pays. On utilise un petit test qui s'appelle le test de Brunel-Lésine. C'est très simple. Un bébé de 9 mois va jouer avec ce cube et puis on met un mouchoir en papier sur ce cube et on lui dit où il est le cube.
Un bébé qui vit dans un milieu stable, fiable, qui n'est pas angoissant, va réfléchir et hésiter un petit peu, il tire le mouchoir et il retrouve le cube. Cela veut dire que quand il ne perçoit pas le cube visuellement, il en a gardé l'image. Un bébé qui vit dans un milieu complètement chaotique, imprévisible, des parents, on ne sait pas à quel moment a lieu le repas, si les parents vont être là, par qui il va être gardé. On fait cela, il ne garde pas l'image du cube à l'intérieur de lui. On lui dit où est le cube, il tourne la tête à gauche, à droite, il est perdu. Donc ça veut dire que cet enfant n'a pas mis à l'intérieur de lui une figure parentale stable et sécurisante. Et là, on peut mesurer le quotient de développement. Et on sait que quand un enfant a un quotient de développement qui est bas, dans ce contexte, on entre dans une zone à risque et avec un risque de non-réversibilité. Ça veut dire qu'un enfant qui a été très négligé et très maltraité en gardera des traces toute sa vie. Donc vous êtes très pessimiste par rapport à l'avenir de l'enfant en France. Extrêmement parce pessimiste. qu'il est en danger. Oui. Ce que dénonce le professeur Berger, c'est l'idéologie qui domine notre système. Chez nous, la tendance est de tout faire pour laisser des enfants dans leur famille. On fabrique parfois des bombes à retardement. En 2011, dans le Nord, un homme a commis un acte de révolte ultime contre ce système qui ne protège pas ses enfants. Fabrice Ricac, un éducateur de 38 ans, s'est pendu au petit matin le 17 novembre, à la voûte de l'un des ponts les plus empruntés de la ville de Dunkerque. Un suicide pour dénoncer ce qui se passait dans ce foyer où il travaillait. C'est son père qui l'a découvert au lever du jour. Il est venu avec une corde, il s'est pendu avec une corde ici. Donc c'était bien pour que tout le monde le sache, pour faire du bruit, quoi. Pour faire du bruit, ça c'est clair. C'est clair. Fabrice encadrait des adolescents placés dans l'un des foyers de l'Action éducative et sociale, l'AAE, qui dépend de l'aide sociale à l'enfance. Une association dans laquelle les travailleurs sociaux souffraient et disaient qu'ils ne pouvaient plus assurer la sécurité des enfants. Sur cette vidéo, Fabrice avec son petit garçon dans le jardin de ses parents. Un père attentif. Un homme qui dans son travail avait une obsession, améliorer la vie des enfants en souffrance. Philippe Toulouse, un éducateur syndicaliste, explique que Fabrice, en se suicidant, a voulu dénoncer le scandale de la protection de l'enfance. Écoutez, moi je vais retenir ce qu'a dit un salarié de l'association à la veille de sa mort, qu'il avait rencontré. Il avait dit « je vais faire exploser l'AE ». Je pense que ce qu'il a voulu dire par là et au travers de son acte, c'est finalement de remettre en cause tout ce système qui devenait profondément injuste et inhumain. C'est dans ce foyer où il travaillait que Fabrice avait été obligé de se défendre face à un adolescent qui lui portait des coups. Sa hiérarchie a considéré qu'il avait fait une faute. Elle a menacé de le licencier pour finalement le muter. Une humiliation terrible pour cet éducateur qui ne comptait jamais ses heures auprès des enfants. Je ressens vraiment de la haine envers ces gens-là qui ont fait que mon gamin passe à l'acte, quoi. Ce suicide a entraîné une révolte contre une hiérarchie qui ne comprenait pas les difficultés que les éducateurs rencontraient sur le terrain. L'un des plus importants mouvements sociaux dans la protection de l'enfance qu'ait connu la France. 200 salariés ont exercé leur droit de retrait pendant 18 jours. C'est-à-dire qu'ils ont cessé leur activité parce qu'ils s'estimaient en danger dans leur travail. Ils manifestaient dans la rue. Alexis Constant, journaliste de La Voix du Nord, a été impressionné par cette révolte des travailleurs sociaux. Ils ne croyaient plus en rien et évidemment ils étaient pour certains effondrés, on voyait pleurer, craquer et il y avait un sentiment d'écœurement très profond, quoi. Très profond et sur le moment un dégoût de la profession. On sentait qu'ils étaient dégoûtés d'eux-mêmes, de la profession, qu'il n'y avait plus de reconnaissance, elle n'avait plus de sens. C'était des moments assez durs, quoi. Alexis Constant s'est alors plongé dans le monde de la protection de l'enfance, qui sait bien se cacher derrière sa complexité. L'association avait en charge 250 enfants placés dans plusieurs foyers. Chaque jeune rapportait en moyenne 150 € chaque jour,
versés par le Conseil général du Nord. C'était dans ce foyer que Fabrice travaillait. Maître David Brouwer, l'avocat qui a défendu Fabrice, nous indique avoir découvert que la politique des dirigeants était de remplir les foyers pour augmenter le chiffre d'affaires, l'intérêt des enfants n'étant pas une préoccupation. L'association avait la réputation de prendre tous les enfants dont aucune autre structure ne voulait. C'était vraiment, dans les cas, quasiment désespérés. Et donc c'était des enfants qui étaient difficiles et beaucoup plus difficiles qu'ailleurs. Les conditions d'hébergement étaient extrêmement précaires. Elles n'étaient pas dignes. On apprenait que certains enfants dormaient sur de simples matelas au sol. C'était effectivement extrêmement difficile. Et on disait, il n'y a pas d'argent pour faire des travaux, il n'y a pas d'argent pour améliorer les conditions d'hébergement. Alexis Constant, sidéré par le fonctionnement de cette association, qui recevait 21 millions d'euros par an, s'est plongé dans les comptes que personne ne vérifiait. Et il a découvert que cet argent public était dilapidé. On arrive effectivement déjà à trouver des choses absolument incroyables. On apprend que les dirigeants se font rembourser leurs taxes d'habitation, leurs taxes foncières, depuis plus d'une dizaine d'années. La taxe d'habitation s'élève à 2561 € prise en charge totalement par l'association. Ce monsieur est propriétaire. Donc taxe foncière, on est à 1494 €. En fait, ce sont tout un tas de dépenses personnelles que les dirigeants faisaient payer directement par l'association. Ainsi, c'est note pour le chauffage d'un des directeurs. Le 17 janvier 2005, 543 € de fuel. Le 30 mars, 649 € de fuel. Le 15 décembre, 706 € de fuel pour chauffer son logement personnel. Hein ? En 2010, on est sur 4723 €. On peut se demander aussi, avec de telles factures, si on ne chauffe pas tout le village, quoi. Hein, parce que... Cette association avait un nombre considérable de cadres, de chefs, de sous-chefs et leurs adjoints. Entre l'éducateur de terrain et le directeur général, 7 strates dans les bureaux. Et certains de ces chefs étaient affamés. Là, je suis sur des restaurants, des notes de restaurants. Donc, des repas entre directeurs, 2 directeurs, 3 directeurs. J'imagine qu'ils parlent de l'association restaurant pour dire quel projet pour cette année, etc. Mais quand on arrive à 5 000 € de notes de frais de restaurant, et puis c'est des bonnes tables, je veux dire, c'est pas des petits, c'est pas le bruit du coin, quoi. On va quand même se taper un bon resto pour dire, bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Le pôle social, il y a un problème, etc., quoi. Le restaurant, c'est systématique. En 2011, le comité d'entreprise obtient qu'un rapport financier lui soit communiqué. 15 cadres touchent chacun plus de 50 000 € net par an. Les chèques mensuels les plus importants dépassent 8 900 € pour l'un et 9 300 € pour l'autre. Mais effectivement, moralement, c'était insupportable. C'est insupportable. L'argent public, j'ai envie de dire, mais maintenant, c'est un discours qui est devenu très répandu, c'est sacré. Surtout quand il n'y a plus de l'argent public. C'est sacré, quoi. Et on n'utilise pas une association à vocation sociale pour s'enrichir et ne rien payer. Parce que quand on a 8 000 € de salaire par mois, quand on a la voiture payée, j'allais dire la voiture, les voyages, le payage, l'essence, les factures, les taxes d'habitation, les taxes... Mais on a quasiment plus d'avantages qu'un préfet de région. Et là, il n'y a pas un préfet de région dans cette association, il y en a une petite dizaine. Et moi, sur 10 ans, j'arrive à des centaines et des centaines de milliers d'euros qui ne sont pas allés là où ils devaient aller, c'est-à-dire dans l'association, la réfection des foyers, l'amélioration des conditions de vie des résidents, etc. Tout cet argent-là, il est allé dans les poches, à titre personnel, de ces dirigeants. Les bénéficiaires de ces extraordinaires avantages disent que tout cela a été prévu par les conventions collectives de l'association, que les taxes foncières et d'habitation leur étaient payées parce qu'ils vivaient dans des logements de fonction à proximité des foyers. Pourtant, les habitations de quelques-uns ne ressemblent pas vraiment à des logements de fonction. Ici, on est sur la digue de Malo, l'endroit le plus sympathique de Dunkerque, le plus prisé aussi en termes d'immobilier, puisqu'on est face à la mer et au bord de la plage. On est aussi devant une des villas qui a fait polémique dans le cadre du dossier de l'AES. Et quand on voit cette belle villa, on peut se poser la question, faut-il payer, que l'association paye en plus la taxe d'habitation, qui est une des plus élevées de Dunkerque. 2 500 € pour une maison, une villa sur la digue. On peut difficilement trouver plus cher à Dunkerque.
Et on comprend pourquoi la taxe d'habitation est aussi élevée. À peine Alexis Constant nous a-t-il quittés que l'un des dirigeants de l'AAE qui habite cette maison sort de chez lui et vient nous interpeller. Il se doutait que nous ne faisions pas des images sur les charmes de la station balnéaire. On sait que des dirigeants de cette association ont bénéficié du remboursement des taxes d'habitation, des taxes foncières et de quelques autres avantages. Ce n'était pas le cas? Ce n'est pas votre cas? Non. Et je l'ai vu sur les comptes et ça a été confirmé par l'association. Et moi, j'ai un contrat de travail et je n'ai pas de remboursement de frais en 2013 sur ma maison. Non, en 2013, mais dans les années précédentes, monsieur. Et dans les années précédentes, c'est des contrats de travail qui datent de 96. Et vous avez donc eu des remboursements de taxes Je ne peux d'habitation? rien vous dire là-dessus, madame. Pourquoi vous n'admettez pas qu'en effet, il y a eu des abus par rapport à ces taxes d'habitation, ces taxes foncières? Pourquoi vous l'admettez pas? Puisque c'est un fait et qu'on l'a vu. C'est pas des abus, madame. C'est quoi alors? C'est des contrats de travail qui étaient prévus il y a plus de 30 ans. Sûr de son bon droit, notre travailleur social trouve scandaleux que nous puissions nous interroger sur les avantages exorbitants dont il a bénéficié pendant au moins 15 ans. Mais n'empêche qu'il y avait des taxes foncières de rembourser. C'est un fait, ça. J'ai dit que c'est un contrat de travail. Oui, mais répondez-moi à la question. Franchement, je suis le seul dirigeant qui reste aujourd'hui au niveau de l'AE par rapport à la société. Je n'ai rien à voir sur le sujet. Là où ça s'est passé, le problème... Est-ce que vous pouvez me donner le montant de votre salaire dans cette association? 5 000 €. C'est beaucoup, hein? J'ai 40 d'ancienneté. Ouais, mais c'est un bon salaire quand même dans le social. Vous êtes quand même dans le social. Bah oui, mais c'est le prix social. Ah bon? Bah, écoutez, ça me donne envie de faire du social. Franchement... Ça vous semble pas énorme? Après 40 ans d'expérience professionnelle... Dans les comptes du siège social, nous avions trouvé des dépenses incompréhensibles. Par exemple, ces achats de matériel pour un total de 532 000 € en un an sans la moindre explication ni justification. On a vu aussi, par exemple, 500 000 € de matériel de construction. 500 000 €. Aucun justificatif. Vous trouvez ça normal? Non. Je suis pas chez moi. Voilà, ben, on l'a vu en tout cas. Mais on ne dit pas que c'est vous, mais on l'a vu. Non, mais comprenez qu'on s'interroge, on est journaliste. Non, mais j'entends bien, mais je ne suis pas du tout concerné par le sujet. Là, franchement. Et je suis capable de prouver à un centime près tout ce qui a été mis dans cette maison. D'accord. Bon, au revoir, monsieur. Au revoir, madame. En 2012, les organisations syndicales ont déposé plainte contre l'association pour détournement de fonds et abus de biens sociaux. Un nouveau président a été nommé à la tête du conseil d'administration. Une nouvelle directrice a été engagée. Lorsqu'elle nous a reçus, le président a voulu être présent. Ils nous ont appris que quelques anciens dirigeants ont accepté de tirer un trait sur des avantages. Certains se sont découverts une maladie, ils sont en congé, d'autres ont quitté leur poste. Aujourd'hui, la nouvelle équipe ne nie pas la gabegie. Lorsque vous dites c'est pas normal, d'emblée on a envie de vous répondre évidemment que c'est pas normal, on est d'accord avec vous. Preuve en est qu'on les a remis en cause. C'est bien qu'on n'était pas d'accord. Moi, ma morale, mon éthique a été heurtée. L'argent public qui doit aller aux ayants droit n'allait pas directement aux ayants droit. Donc, ce sont ou les enfants, ou les SDF, ou tous les bénéficiaires de l'association. Est-ce qu'on est allé dans les comptes pour se dire, voyons combien d'argent a été utilisé pour les restaurants, les hôtels et tout ce qui s'ensuit? Le calcul est impossible. Enfin, le calcul prendrait énormément de temps et dans quel objectif? Dire on a dépensé autant d'argent à contre-courant de ce que... Alors, moi, je pars d'un principe, je préfère me concentrer sur comment l'utiliser bien demain que sur combien ça a coûté hier. Oui, c'est dégueulasse, mais tournons cette, et je vais être vulgaire, putain de page. Toutes les institutions locales sont pressées de tourner la page. Clairement, ne pas chercher à savoir ce qu'est devenu tout l'argent qui n'est pas allé là où il aurait dû. Il n'y avait pas de contrôle, il y en a, en tout cas en ce qui concerne l'AE, je peux vous garantir aujourd'hui qu'on est extrêmement contrôlé. Le contrôle aujourd'hui? Le Conseil général. Ah bah ça y est, le Conseil général contrôle les comptes maintenant. C'est bien, il faut que des situations explosent pour que tout d'un coup le Conseil général fasse ce qu'il faut. Il a augmenté son degré de contrôle, voilà.
Oui, le Conseil général contrôle, oui, évidemment. Oui, le niveau de contrôle du Conseil général était sans doute léger par le passé, mais encore une fois, par le passé, les dépenses, on ne devait pas les justifier tant que ça. Tout le monde était bien content du train de vie qui menait. Et puis, petit à petit, les finances se sont réduites. Ce qui a provoqué le grognement au niveau de l'AE, c'est que quand tout s'est réduit, et bien plutôt que de réduire les avantages du haut de la pyramide, on a supprimé des postes d'éduc, on a supprimé des postes de maîtresse de maison, on a supprimé des postes de surveillant de nuit. Et du coup, là, l'éduc, il s'est plus retrouvé dans son job. Il s'est dit, mais attendez, on nous parle de restrictions budgétaires, eux continuent des trains de vie démesurés, sur lesquels on n'est jamais revenu avant, mais nous, on nous supprime tout. Eh ben, on n'est plus d'accord. Nous avons demandé un entretien au Conseil général du Nord. Le responsable de la protection de l'enfance, Jean-Pierre Lemoine, a refusé de nous répondre sur les soupçons de détournement de fonds publics sous le prétexte qu'une enquête est en cours. Il a quand même fini par reconnaître que les dirigeants n'auraient pas dû bénéficier de tels avantages. Taxe foncière, taxe d'habitation, c'est normal de se repayer cette taxe foncière? Absolument pas, madame, absolument pas. Et c'était le cas? Oui, mais je pense que là-dessus, je le répète d'ailleurs, vous le savez, il y a un certain nombre de procédures qui sont en cours aujourd'hui, effectivement, et là-dessus, nous avons pris des dispositions pour effectivement retrouver, je répète, au niveau de l'association, un fonctionnement aujourd'hui normal. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Voilà, je répète là-dessus, ce qui s'est passé sur l'histoire de l'AE relève aussi de la responsabilité de l'employeur. Vous me dites, c'est pas à nous, c'est à l'employeur de prendre la décision. C'est ce que vous venez de me dire. Non, mais donc ça veut dire qu'on peut laisser un employeur faire? Absolument pas. Je rappelle que là-dessus, y compris, je répète, d'ailleurs, des dispositions ont été prises d'ailleurs depuis. Et depuis, mais on dit toujours les dispositions ont été prises. Mais moi, je vous parle de l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces cadres ont-ils pu se faire rembourser leurs taxes sans aucun regard du Conseil général? Mais là, sur cette question-là, effectivement, les choses ne sont pas acceptables et pas normales, et nous avons pris des dispositions pour y remédier. Nous contrôlons effectivement aujourd'hui, bien évidemment, l'argent public qui est engagé pour l'accueil de ces jeunes. Et qui n'était pas fait autrefois. Merci à vous. Une plainte a bien été déposée. Mais le procureur de la République, qui a eu accès aux mêmes éléments du dossier que nous, n'a pas jugé utile de nommer un juge d'instruction et de lancer des investigations. Quelques notables ont obtenu que rien ne soit fait pour que l'on sache la vérité sur l'emploi qui a été fait de tout cet argent. Aujourd'hui, dans les foyers de l'AAE, les conditions de travail ont changé. Les éducateurs sont en nombre suffisant. Les actes de violence sont beaucoup plus rares. À Dunkerque, tous les jours, la maman de Fabrice Ricac espère que la mort de son fils permettra d'améliorer la vie des enfants. Dans le cadre de la protection de l'enfance, il serait primordial que ce que Fabrice a fait serve à quelque chose. Il ne faut pas que ça reste un acte gratuit qui passe inaperçu. Il faut absolument que ces enfants, qu'on prenne cas d'eux, qu'on s'occupe d'eux comme ils le méritent et non pas comme ils ont été traités jusqu'à présent. Personne ne sait comment sont vraiment utilisés les milliards d'euros qui devraient changer la vie de ces enfants. Dans de trop nombreux endroits, l'institution protège plus ses fonctionnaires que ses jeunes. Des milliers d'enfants en souffrance continuent d'être négligés. 40% des SDF sortent de l'ASE. Des anciens de l'ASE remplissent les prisons et les services psychiatriques. Une des pires hontes de notre République.